Il est 8h20, le petit déjeuner politique. Ce matin, c'est Sylvain Maillard, député La République En Marche de Paris et porte-parole de La République En Marche. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Patrick Roger. Législative J-3, le match Macron-Mélenchon, annonce sur le pouvoir d'achat, annonce sur l'hôpital. Emmanuel Macron en déplacement aujourd'hui dans le Tarn, sur la sécurité, notamment réunion avec les syndicats demain. On a l'impression que la campagne là s'accélère dans la dernière ligne droite, du moins du côté de la majorité. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un sentiment un peu de panique à l'idée finalement de ne pas avoir la majorité du côté de vos forces ? Vous êtes dur avec nous parce que il y a 577 campagnes qui sont lancées un peu partout en France. D'ailleurs, quels que soient les partis, et on est sur le terrain, tout le monde est sur le terrain. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la population, les habitants, les citoyens, sont peu mobilisés, voire très longtemps été désintéressés du scrutin. Pourquoi, selon vous, il n'y a pas d'intérêt pour ce scrutin ? Est-ce que c'est trop tard après la présidentielle ? Est-ce que c'est arrivé peut-être un petit peu trop tard ? Moi, je me souviens de 2017. J'ai été élu en 2017. Je me souviens que c'était un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait eu un moment, un grand rendez-vous démocratique, et c'est l'élection présidentielle, et l'élection législative passionne moins les citoyens, ça a toujours été comme ça. C'est vrai que là, nous passons beaucoup de temps dans la rue à rappeler que c'est ce dimanche que l'on vote, c'est ce dimanche, premier tour. Vous craignez l'abstention ? Bien sûr. Bien sûr. Tout nous montre qu'il y a une abstention forte. Est-ce que cette abstention serait plutôt favorable à l'alliance de gauche NUP qui semble grappiller des points dans les sondages ? Vous savez, l'abstention, elle est défavorable à tout le monde. Parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les citoyens ne se mobilisent pas, et évidemment ça fragilise les résultats. Donc moi j'invite tout le monde à se mobiliser, et puis on en tirera les conséquences après les deux tours, parce qu'il y a ce dimanche-là et dimanche d'après. Mais il faut que chacun se mobilise. Je crois qu'il y a un enjeu extrêmement important. Il faut donner une majorité au président. Alors justement, quel est l'enjeu ? Gouverner la France. France. Nous sommes dans un moment extrêmement difficile. On sort d'une pandémie très forte. Nous sommes dans un cycle d'inflation important, avec des menaces internationales. On parle de l'Ukraine, mais il y en a d'autres. Et donc on voit bien que les 5 prochaines années seront des années importantes pour nous. On est en train de réindustrialiser la France. On veut arriver au plein emploi. Et donc nous, on veut une majorité pour l'accompagner. Cette majorité, elle peut être construite qu'autour d'Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que les attaques sont ciblées depuis quelques jours sur Jean-Luc Mélenchon et la NUP, qui est le principal adversaire. Écoutez, je crois qu'il a réussi un très bon coup. C'est-à-dire qu'il a été éliminé du premier tour de l'élection présidentielle. Il a réussi à revenir au centre du jeu. Et donc, d'un point de vue strictement politique, c'est plutôt bien joué. Faut le dire. Mais c'est surtout parce qu'il porte des positions radicales qui, pour nous, mettraient la France au déclin. L'effondrement de la France. Enfin, on connaît déjà ces recettes. C'est-à-dire sur quoi ? Quand on nationalise tout, quand on décide que maintenant le gouvernement prend la main, qu'il n'y a plus de tout ce qui est secteur privé, tout ce qu'il annonce. Toutes les interdictions, toutes les augmentations d'impôts, on sait très bien que c'est l'effondrement. Enfin, on l'a déjà vécu. J'entendais tout à l'heure François Degois qui disait 80 l'arrivée, puis elle a oublié de mentionner une date, c'est 83. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'effondrement de la France, le tournant, on est obligé d'aller chercher Laurent Fabius parce que la France s'effondre. Et c'est exactement ce qui arrivera. Vous savez, il n'y a pas de recette miracle. Il y a une crainte d'effondrement si c'était Jean-Luc Mélenchon qui était... Enfin, s'il y avait une majorité NUPS, quoi. Non, mais est-ce que vous connaissez un pays dans le monde qui a essayé l'extrême gauche au pouvoir et qui ne s'est pas effondré ensuite dans les 100 dernières années? Citez-moi une expérience, et puis vous verrez bien. Et Dieu sait qu'il y en a eu. Oui, peut-être qu'il peut y avoir du panachage. Est-ce que justement la proportionnelle aurait pu être la fameuse réforme institutionnelle, la bonne solution ? Moi, je ne crois pas à une solution miracle. Non. Vous savez, tout simplement, il y a les Français, et d'ailleurs, c'est un cycle un peu plus large. Je vois la même chose aux États-Unis, en Allemagne. Et les citoyens se désintéressent de la politique. Pourquoi ? Parce que on est dans une société qui est aussi de plus en plus individualiste, et où nous, ce qui intéresse chaque citoyen, au fond, c'est qu'est-ce que le politique peut m'apporter à moi dans mon quotidien directement. Et donc, il y a un certain désintéressement. Moi, je ne crois pas à la recette miracle de telle mesure changerait tout. Et puis, la proportionnelle, évidemment, c'est une discussion que nous aurons, nous, dans notre groupe. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs aussi. C'est quoi les côtés négatifs de la proportionnelle ? Écoutez, ce qui est plus compliqué, c'est quand vous êtes député
élu à la majorité, vous êtes sur le terrain tout le temps parce que vous avez besoin de rencontrer vos électeurs. Vous venez le week-end. Quand vous êtes à la proportionnelle, le plus important, c'est d'être dans votre parti. Venons-en aussi aux différentes crises et tensions là actuellement. Il y a la crise aux urgences, par exemple. Alors, sans attendre des résultats de la mission Flash qui a été lancée par Emmanuel Macron, Brigitte Bourguignon annonce une première série, là, telle que les heures sup payées double, les élèves infirmiers qui vont pouvoir anticiper et qui vont être employables plus tôt cet été. Est-ce que c'est une première réponse et il faudra aller quand même beaucoup plus loin ou pas? Oui, il y a une première réponse à donner dès cet été parce que dans certains hôpitaux, pas tous les hôpitaux, il faut le dire aussi, parce qu'on entend beaucoup de choses, dans certains hôpitaux, la situation est tendue. Et entre autres, souvent en aval des urgences, évidemment les urgences c'est le point d'entrée, mais en aval des urgences où il y a un manque de soignants. C'est pas nouveau ce manque de soignants, mais il est d'autant plus criant après une crise Covid qui a beaucoup fatigué nos soignants et qui ont besoin aussi de prendre des vacances, et c'est bien normal. Et donc il faut qu'on assure une pérennité des soins. Et donc il y a un travail sur cette mission Flash à court terme pour cet été, et évidemment à plus long terme de mieux organiser la médecine en France. C'est pas nouveau quand même cette crise de l'hôpital. On s'en souvient, avant la crise du Covid, il y avait eu une alerte qui avait été lancée par les directeurs d'établissements, beaucoup de médecins également. Et là, on n'a pas su pendant ces 2 ans également anticiper cette sortie de crise du Covid. On ne sait pas créer des médecins en 1 an, en 2 ans, c'est pas possible. On a fait sauter le numerus clausus, d'ailleurs bien avant, en 2018, pour former beaucoup plus de médecins, mais ça va prendre du temps. Et donc oui, on aura une pénurie. Pour ce qui est des autres professions, je pense aux infirmiers, aux infirmières, par exemple. D'abord, c'est un métier extrêmement difficile qui était mal payé. Nous avons revalorisé. Est-ce que c'est suffisant? Probablement pas, il faudra continuer. Mais le Ségur, c'est les mesures qu'a pris Olivier Véran l'année dernière, a permis d'augmenter au minimum de 183 € net par mois chaque infirmier, chaque infirmière. Et puis progressif en fonction du salaire. Mais on voit bien qu'il faudra aller plus loin. Et puis je vais prendre un petit peu de recul, vous dire, vous savez, dans tous les métiers à l'heure actuelle, il y a de la pénurie, c'est-à-dire qu'on cherche du monde partout. Et donc on cherche des policiers, on cherche des enseignants. Vous, l'ancien chef d'entreprise, comment vous percevez ça, justement, fait qu'aujourd'hui on cherche dans tous ces secteurs? Mais dans toutes les entreprises, on cherche du monde aussi. Qu'est-ce qui ne va plus dans la société française alors? Il y a une partie. Parce que d'un côté, il y a du chômage quand même. Nous avons un peu plus de 3 millions de jeunes entre 18 et 34 ans qui n'ont ni emploi ni formation. Et donc on a déjà investi beaucoup d'argent, plus de 5 milliards déjà été décaissés pour les former, pour les amener au travail, mais il y a une partie de la population qui ne travaille pas parce que trop éloignée probablement, et donc il faut qu'on améliore encore nos dispositifs pour aller les chercher, mais on voit bien qu'il y a une pénurie. Cette pénurie, je le dis, elle existe dans tous les pays occidentaux, que c'est pas spécifique à la France, mais c'est vrai que dans cette reprise économique, c'est d'autant plus visible, il manque du monde partout. Oui, et il y a un problème de salaire, visiblement. Alors, Bruno Le Maire a dit ce sont les entreprises qui sont responsables aussi pour essayer d'augmenter les salaires en dehors du SMIC, bien sûr, puisqu'il faudrait monter aussi le SMIC, c'est ce qui est réclamé par beaucoup. C'est ce qui est le cas, le SMIC augmente encore au 1er juillet, et puis il y a la prime évidemment d'accompagnement, prime de travail qui permet aussi d'augmenter. Mais est-ce qu'on peut pousser les entreprises d'une façon générale à augmenter les salaires? Patrick Roger, vous avez dit exactement la vérité, le travail ne paie pas assez. Le travail doit payer plus. Et il doit y avoir plus de différence entre les gens qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. C'est démotivant pour ceux qui travaillent, et ceux qui ne travaillent pas de toute façon ont du mal à s'en sortir. Donc on voit bien qu'il faut créer de la valeur, il faut créer de la richesse, il faut plus travailler, et donc pour ça il faut accompagner. Mais on a une chance dont on ne parle plus maintenant. On est en train d'aller vers le plein emploi. On est à un peu plus de 7% de chômeurs. Rappelez, quand on est arrivé en 2017, on était presque 10%. On s'est amélioré. Après, il y a tous les autres petits boulots qui font que finalement, il y a entre 5 et 7 millions de personnes qui ont beaucoup plus de difficultés. On cherche du travail partout. Donc ça veut dire partout. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que évidemment qu'il y a une tension importante, et celui ou celle qui cherche, qui travaille et qui cherche du travail a beaucoup plus de chances d'en trouver à l'heure actuelle qu'il y a 5 ans. Oui. Un mot quand même aussi sur les annonces pour le pouvoir d'achat de la part de la Première ministre. On a du mal à comprendre finalement le chèque là en question. Alors, chèque alimentation, chèque inflation, ça va être quoi? On va d'abord, il faut que les Français nous donnent une majorité. Avec cette majorité, on va pouvoir dès début juillet discuter du projet de loi qui portera justement sur ces dispositifs, et vraiment comment vont-ils fonctionner. L'idée, c'est simple, c'est d'avoir un dispositif un peu plus massif pour aider ceux qui sont le plus en difficulté, pour aider à finir les fins de mois. Donc, comme vous venez de parler du dispositif, et puis probablement un autre dispositif qui nous permettrait d'accompagner
aussi ceux qui sont en difficulté pour qu'ils puissent avoir accès à une meilleure alimentation. Vous savez, c'est la Convention sur le climat qui nous avait proposé cette solution en disant il faut que chacun d'entre nous puisse avoir accès à une meilleure alimentation, des meilleurs produits, des produits plus locaux, des produits bio. Comment fait-on pour accompagner? Ça coûte encore plus cher. Ça coûte plus cher, mais comment fait-on pour accompagner? C'est ça que nous voulons faire. Oui. Un mot aussi sur la voiture. C'est bientôt la fin des véhicules thermiques. Le Parlement européen l'a décidé pour 2035. Est-ce que nous pourrons être prêts en Europe et puis en France? 2035, c'est la fin des ventes de voitures neuves. Évidemment, après une voiture, la moyenne c'est 15 ans, et donc c'est pour qu'en 2050, il n'y ait plus de voitures thermiques. Oui, en fait, c'est un défi incroyable et une chance incroyable pour nos constructeurs parce qu'ils vont devoir se réinventer et avec des nouvelles technologies. Ces technologies-là, nous devons les maîtriser parce que c'est ça qui va créer la croissance et la croissance verte de demain. Donc c'est bon pour nous et c'est bon pour nos constructeurs. Vous savez, nos constructeurs, ce qu'ils nous disent, c'est ce qu'on veut, c'est une législation qui soit claire sur le long terme parce qu'il y a des gros investissements à faire. Ils sont quand même très inquiets. Ils sont quand même très inquiets, c'est-à-dire qu'ils disent oui, les politiques nous demandent ça, mais derrière, il y a de l'exigence et il faudrait qu'on ait des solutions. Eux-mêmes ne sont pas certains d'avoir toutes les solutions. Par exemple, sur l'électricité, sur les bornes, l'ensemble des systèmes de bornage. C'est ça qui est passionnant, c'est qu'aussi, il va falloir inventer des solutions au fur et à mesure. Oui, il va falloir l'infrastructure, il va falloir plus de bornes, plus de recharge, il va falloir plus d'électricité pour faire fonctionner l'ensemble des véhicules. Mais c'est un confort incroyable pour tous ceux qui... Moi, j'ai la chance d'en avoir une. Je peux vous assurer que ça change tout. C'est beaucoup plus confortable à conduire, beaucoup plus agréable. Donc oui, c'est très bien et c'est important que nos constructeurs aient de la visibilité, donc tant mieux. Y compris donc dans le monde rural, évidemment, pour avoir des bornes. À propos du monde rural, d'un mot, c'est Emmanuel Macron qui se rend aujourd'hui dans le Tarn. C'est le seul finalement qui est capable de mobiliser la majorité. C'est pour ça il doit mouiller la chemise pour obtenir une majorité, le président de la République. Non mais Patrick Roger, la majorité elle est pleinement mobilisée. On fait campagne partout. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron c'est le chef de la majorité. On va pas se mentir. C'est le président de la République et c'est lui qui donne le là de notre camp. Et donc c'est important qu'il soit sur le terrain. En même temps, il doit gérer la crise ukrainienne. Il doit être en préparation des projets de loi qui vont arriver. Donc il n'est pas bien aidé alors, c'est ce que vous dites quoi. Il n'est pas bien aidé, pas bien entouré en fait. Je pense qu'il incarne, je crois qu'il est très bien entouré, je pense qu'Elisabeth Borne est une très bonne première ministre, mais surtout c'est lui qui incarne profondément ce mouvement. C'est lui que les Français ont rechoisi à nouveau il y a quelques semaines, donc évidemment il a une parole qui est beaucoup plus puissante que la nôtre. Oui, merci beaucoup Sylvain Maillard, candidat donc aux législatives à Paris pour Ensemble. Je rappelle aussi les autres candidats. Vincent Baladi pour les Républicains, David Attia Reconquête, Liliane Delvas, Parti Animaliste, Morgane Chedlom du Rassemblement National, Dominique Tourte, il y a beaucoup de monde, d'hiver gauche, Annie Paris d'hiver gauche aussi, Julienne Faux, régionaliste, Catherine Lecuyer d'hiver droite, Manon Chaumette d'Union des démocrates et indépendants, Laurence Boulinier de Lutte ouvrière et Thomas Luquet, Nouvelle Union populaire écologique et sociale. Je donne tout le monde pour que tout le monde soit servi, évidemment, pour qu'il y ait un minimum d'équité. C'est ça aussi la campagne des législatives. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée. Merci.